Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à InfoCam. La première ministre Pauline Marois est venue appuyer les 4 candidats de l'Est du Québec. Une entrevue avec le co-porte-parole Andrés Fontecilla et Simon Côté de Québec solidaire. Un entretien avec le député sortant du Parti libéral Norbert Morin. Et finalement, la 2e édition de la Cyberfoire de l'emploi du Bas-Saint-Laurent. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. De passage à Notre-Dame-du-Portage et à Rivière-du-Loup, la première ministre Pauline Marois est venue appuyer les 4 candidats de l'Est du Québec. De plus, la première ministre nous a présenté ses engagements sur le développement économique régional. C'est le choix qui s'offre aux Québécois le 7 avril. Soit on revient aux années libérales, soit on appuie le Parti québécois qui veut créer de l'emploi dans toutes les régions du Québec. Pour y arriver, nous avons la meilleure équipe. Nous avons surtout un plan pour des régions plus prospères. Mon gouvernement a déjà présenté sa politique économique pour fouetter la croissance et développer notre économie. Une stratégie qui s'appuie sur la modernisation de nos entreprises, sur l'exportation et sur l'innovation pour créer des emplois. On veut que les Québécois de toutes les régions du Québec en profitent. Contrairement au Parti libéral, on croit que les régions méritent mieux que des emplois qui ne reposent que sur l'extraction des ressources sans transformation. Nos régions sont dynamiques. Elles peuvent s'inscrire dans le développement de créneaux d'excellence. Le succès remporté par les fonds de diversification économique mis en place en Mauricie, 200 millions de dollars, et dans la région de l'Amiante, 50 millions de dollars, le démontre bien. Le Parti québécois s'engage à poursuivre dans la même voie en mettant en place des stratégies gouvernementales spécifiques pour permettre aux régions de se développer selon leurs propres choix et selon leurs propres priorités. L'exemple de notre action en Gaspésie aux îles de la Madeleine démontre l'efficacité de cette approche. L'objectif, plus d'emplois en région, plus de retombées locales, une meilleure qualité de vie, plus de diversification et une meilleure occupation du territoire. C'est la différence avec le Parti libéral. Nous, on adapte les programmes et notre action aux régions, alors qu'eux, ils demandent aux régions de s'adapter aux programmes. Dès le lendemain de l'élection du 7 avril, nous continuerons également de mettre en œuvre la politique économique priorité emploi. Avec notre démarche pour les gazelles, la bonification du crédit d'impôt à l'investissement pour les PME dans les régions, une annonce faite au dernier budget de Nicolas Marceau, un meilleur maillage avec les centres locaux de développement, meilleur maillage entre les centres locaux de développement et la Banque de développement économique du Québec, le Parti québécois sera un atout bénéfique pour les entreprises dans les régions. Nous continuerons également à implanter la politique de souveraineté alimentaire pour favoriser l'achat et la consommation de produits québécois et maintenir les terres agricoles aux mains des producteurs québécois et de la relève. Nous allons donner suite au rendez-vous national de la forêt en investissant 675 millions de dollars dans une industrie sur 3 ans, dans une industrie qui avait été littéralement abandonnée par les libéraux. Nous travaillerons aussi à faire émerger les pôles touristiques forts et diversifiés dans toutes les régions du Québec. Une autre de nos priorités sera d'assurer la viabilité des programmes de formation dans les cégeps des régions ressources et éloignées. De même que nous continuerons de lutter pour contrer les effets de la loi fédérale sur l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers. Je terminerai en annonçant un nouvel engagement de mon équipe pour venir en aide aux régions et pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Le gouvernement du Parti québécois soutiendra la majeure partie des coûts de formation des pompiers volontaires et à temps partiel. Vous savez que c'est une mesure très attendue depuis longtemps par toutes les régions. Voici donc nos engagements pour aider les régions à se développer selon leurs besoins, selon leurs priorités. Tout d'abord, est-ce que vous êtes encore confiante d'un gouvernement majoritaire?
Oui, je suis confiante d'un gouvernement majoritaire et je crois que ce serait profondément triste qu'on se retrouve encore avec un gouvernement minoritaire parce qu'on va se retrouver avec des blocages sans arrêt. Alors, je souhaite un gouvernement majoritaire, je suis confiante et je vais travailler jusqu'au dernier jour et j'invite mes militants à le faire comme je le ferai. Je vais être un exemple à cet égard. Mais advenant que vous restez un gouvernement minoritaire, est-ce qu'on peut penser que tous les engagements que vous avez faits pendant la campagne électorale ne pourront pas se concrétiser? C'est une hypothèse que je n'envisage pas. Donc, je vais travailler pour que nous soyons un gouvernement majoritaire. Ce que je sais, c'est qu'un gouvernement minoritaire, dans le passé, nous a empêchés d'adopter la Banque de développement économique du Québec, nous a empêchés d'adopter la loi sur la langue, nous a empêchés d'adopter cette loi qui concerne les soins de fin de vie, mourir dans la dignité, et je crois que c'est triste pour le Québec. Nous allons former un gouvernement majoritaire. Et en terminant, est-ce que vous nous réservez d'autres surprises d'ici la fin de la campagne? Il y a d'autres engagements qui viennent, bien sûr, mais déjà, je vais vous dire, avec l'équipe que vous avez ici, avec André Simard, qui est un candidat exceptionnel, honnêtement, je pense que déjà, c'est un scoop en soi que d'avoir des gens d'une si grande qualité. Le co-porte-parole de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, est venu appuyer la candidature de Simon Côté. Ils en ont profité pour nous parler du danger face au projet d'implantation de pipeline de TransCanada. Il y a beaucoup de dangers. On sait que le transport pétrolier, en général, peu importe les moyens qu'il utilise, est dangereux. On a vu ce qui s'est passé à Lac-Mégantic. On a vu que le transport par mer est aussi dangereux. Et le transport par pipeline aussi, il y a des risques. Et il y a eu des études aux États-Unis qui ont prouvé que, effectivement, le transport par train occasionne 3 fois plus d'accidents. Mais lors des accidents par pipeline, il y a 3 fois plus de quantité de pétrole qui est déversée de la nature. Le problème n'est pas de savoir s'il va y avoir un accident. Le problème de savoir c'est quand et où. Il va y avoir des accidents, donc les transports pétroliers, c'est un danger pour la population. Est-ce que ça pourrait affecter nos terres, nos rivières? Oui, évidemment. Tout le monde sont unanimes là-dessus. En plus, faut comprendre que c'est du pétrole brut des sables bitumineux. Du pétrole brut, on l'a vu à Kalamazoo, au Michigan, où il y a un très grave déversement de pétrole bitumineux. C'est un pétrole lourd qui descend dans le fond des écosystèmes aquatiques et donc qui est beaucoup plus difficile à traiter. On parle de milliards et de milliards là, pour décontaminer des sections de rivières. Donc, évidemment qu'ici, l'eau potable, la question de l'eau potable serait centrale en cas de déversement. L'autre chose aussi, c'est dans le comté de la MRC de Lillet. Le dernier tracé proposé par TransCanada altérerait assez drastiquement les meilleures terres agricoles dans lesquelles il y a les plus beaux les vergers de pommes qui font la fierté de Cap-Saint-Ignace et tout ça, des pommes biologiques entre autres. Il y a d'autres sortes de pommiers et ça devrait passer par là. Donc évidemment qu'il y a une indignation générale là-bas et c'est de là qu'est découlée l'initiative de la maire de la mairesse de Cap-Saint-Ignace et de Saint-Cyril, de Sainte-Perpétue qui ont fait avancer la résolution qui a été adoptée par la MRC de Lillet il y a quelques mois, refusant pur et simplement le projet de TransCanada. Le défi qu'on a ici dans le comté, c'est de donner confiance à nos élus municipaux parce que la plupart, des fois, ont le sentiment d'impuissance par rapport au lobby pétrolier. Et nous, on est là pour leur dire justement non, vous avez des alliés à l'Assemblée nationale, vous pouvez compter sur une mobilisation locale très forte, très organisée. Ensemble, on va constituer un lobby régional nous-mêmes, puis on va faire en sorte que ce projet-là ne voit pas le jour. Mais justement, vous parlez d'élus municipaux. Ceux qui disent que la décision va être une décision fédérale, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, vous savez, on l'a dit tantôt, le pétrole issu du sable bitumineux est enclavé. C'est son problème. Et ils ont essayé vers la Colombie-Britannique ou vers les États-Unis. Les deux gouvernements, autant celui de la Colombie-Britannique que celui des États-Unis, se sont opposés. Oui, c'est un projet fédéral, mais il y a quand même un rôle politique très important aux gouvernements provinciaux. Et ici, au Québec, le gouvernement péquiste du Québec, au lieu d'adopter la position comme celui de la Colombie-Britannique, a adopté une position complaisante, une position qui favorise dans les faits l'arrivée du pétrole. Et donc, c'est complètement contradictoire avec leurs promesses électorales. Ils se sont présentés comme un gouvernement écologiste, un gouvernement qui veut protéger l'environnement. Au lieu de cela, ils enfoncent le Québec dans un état pétrolier, tout comme le gouvernement conservateur à Ottawa, ce qui est assez contradictoire pour un gouvernement qui se dit souverainiste. Donc, nous, ce qu'on dit, là, c'est que les vrais écologistes, les vrais progressistes, c'est à Québec solidaire que ça se trouve, et que le gouvernement du Québec doit se tenir debout. Et il peut avoir un rôle à jouer dans l'arrivée du pétrole sale
dans l'opposition du pétrole sale de l'Alberta. Vous parlez d'un plan de sortie du pétrole qui va être échelonné sur plusieurs années. Parlez-nous-en un peu. Donc, c'est un plan à long terme sur 15 ans, 2015-2030. Il est divisé en 3 étapes. Et la première étape, de 2015 à 2020, c'est des investissements substantiels dans l'efficacité énergétique, donc les programmes d'économie d'énergie, la rénovation éco-énergétique des logements et des bâtiments, et aussi accompagné d'un investissement substantiel dans le développement des services de transport en commun électrifiés dans les principaux centres urbains du Québec. C'est un programme d'investissement de 20 milliards. Et ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que le gouvernement du Parti libéral de Jean Charest, en 2008 et en 2012, a investi 40 milliards de dollars. Nous, notre investissement, c'est la moitié de ce que le gouvernement Charest a investi dans les routes. Et nous, on le dit, il faut aller vers un secteur d'avenir, c'est l'électrification des transports en commun, ce qui va faire en sorte de créer 146 000 emplois au Québec, non seulement dans les centres urbains, mais un peu partout à travers toutes les régions du Québec. Il y a une deuxième étape de 2020 à 2025 qui consiste à créer des liens électrifiés efficaces et avec des tarifs très accessibles entre les principales villes et les principales régions du Québec. Et la troisième étape, c'est d'offrir davantage de transports individuels électrifiés, donc la voiture électrique. Nous vous présentons maintenant une entrevue qui a eu lieu dans nos studios avec le député libéral sortant, Norbert Morin. Monsieur Morin, comment se passe votre campagne? Très bien, chère madame. C'est une campagne qui se déroule à chaque jour. Mon entrée chez les gens se fait très agréablement. On travaille du porte-à-porte, on fait les soirées de l'âge d'or. J'arrive d'un dîner du 50 ans et plus à Saint-Pascal. Ça se déroule comme on avait prévu, donc c'est formidable. C'est assez fatigant, mais il y a tellement d'énergie qui vient des personnes qu'on rencontre qu'on oublie notre fatigue, puis c'est parti. Et est-ce que vous avez pris certains engagements auprès de la population de la Côte-du-Sud? Bien, pour la Côte-du-Sud, ce qui vient du national, si on peut dire ainsi, on va remettre au départ les infrastructures, au niveau des infrastructures, et la majorité des municipalités du Kamouraska ont besoin soit d'aqueducs ou d'égouts ou d'autres infrastructures. Donc, on remet ce programme-là immédiatement au mois d'avril, on repart le programme. Et aussi, on va avoir des crédits, on va renouveler les crédits pour la rénovation domiciliaire. Ça va activer la construction. Puis quand on dit, quand la construction va, tout va, bien, c'est va. Puis on dit aussi, et Philippe, M. Couillard l'a dit, on va couper dans les infrastructures, pas dans les infrastructures, on va couper 1,3 milliard. Pas au niveau des services, mais au niveau des ministères où on doit regarder. Parfait. Puis au niveau de l'économie et de l'emploi, est-ce que vous avez de l'engagement aussi par rapport à ça? Bien, au niveau des PME, ce qu'on veut, on veut diminuer la paperasse et essayer de donner aux PME qui veulent s'installer une personne qui s'occuperait au niveau du gouvernement d'aller voir chacun des ministères pour le jeune entrepreneur qui veut commencer. Ça serait une personne ressource. Ça, c'est très important. Puis au niveau de la santé, est-ce que vous avez des idées aussi? Bien, la santé, encore là. On va aller chercher des sous, encore une fois, en coupant dans les ministères, à la tête du ministère. Et autant à l'éducation, la même chose. On va enlever les conseils régionaux de l'éducation, qu'on croit qu'il n'y a plus sa place. Donc, tous les millions qu'on va aller chercher là, on va les remettre au niveau des ministères concernés. Vous savez sûrement que hier, Québec solidaire était ici à la Pocatière. Ah oui? Et il nous a parlé aussi du danger des pipelines du projet TransCanada. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, moi, je suis pas... suite, je te dis, je ne suis pas un spécialiste au niveau des pipelines puis des oléoducs, mais je fais confiance aux organismes en place. L'Office national de l'énergie et le BAP est là pour dire au gouvernement, faire des rapports au gouvernement. Et là, suite à ça, on prendra les décisions. Mais on n'est pas les spécialistes, nous, les élus, tant municipaux que provinciaux. On doit se fier à ceux qui connaissent le domaine et qui fassent rapport, et là, on décide. Et qu'est-ce que vous pensez du maire de Lillet qui s'est prononcé pour l'appui à André Simard, qui dit qu'il a aidé à ces eaux potables de la municipalité pendant que vous étiez député? Ah oui. Bien, je respecte la décision du maire André Caron. C'est un ami à moi et c'est encore un ami. Mais tout simplement que j'ai jamais lâché ce dossier. C'est un dossier qui n'est pas facile. C'est en dehors du périmètre urbain. Et si on veut donner de l'eau à ce secteur et à 2 agriculteurs, ou 3, en tout cas, disons 2 agriculteurs, bien, il faut que la station où l'eau est
est épurée, il faut qu'elle soit adaptée à ce nouveau volume. Bien, là, la municipalité a fait les rapports, les ingénieurs, ils ont travaillé là-dessus, ça a pris. Et j'ai même des courriels du cabinet du ministre des Affaires municipales du Parti québécois qui nous dit très bien que là, les rapports ont été déposés, puis là, on regarde ça, mais qu'il n'y a pas d'argent dans le PIQM, que au niveau en dehors du centre, du périmètre urbain, il n'y a pas de sous là. Donc, on travaillait sur la station où peut-être les subventions seront plus fortes pour compenser ce que la municipalité devra payer, là. Mais j'ai toujours été ce dossier dans mes priorités. Mais des dossiers comme ça, là, c'est un dossier qu'il faut regarder de près. On ne peut pas arriver à remplir ce dossier-là comme si c'était un dossier ordinaire, c'est un dossier qui sort de l'ordinaire. Et on a entendu dire que le deuxième et troisième tour de l'ITA de la Pocatière va être fermé. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Bien là, depuis hier que j'ai eu vent de ce que tu me dis. Aujourd'hui, ça s'est confirmé par des... Hier, je l'ai pris. La personne qui m'a dit ça était un petit peu sensible à ce qu'elle me disait, avait un petit peu l'arme à l'œil. Mais là, j'ai dit, il y a peut-être un petit peu trop de sentiments. C'est pas réel, j'ai attendu. Mais aujourd'hui, avant midi, j'ai eu l'information que c'est réellement vrai. On va perdre des emplois à temps plein qui vont s'en aller à Saint-Hyacinthe, justement pour la raison que tu viens de me donner. Et ça, André Simard, ancien DG de l'ITA et conseiller spécial du ministre François Gendron, se doit de bloquer ça immédiatement et rendre compte à la population. Mme Marois était avec lui dernièrement, là. Donc, s'il le savait, il doit absolument, en homme intègre qu'il est, de dire à la population, non, c'est juste des entendus. J'aimerais bien que ce serait des entendus, parce que moi, je vais défendre ce dossier-là à la vie et à la mort. Avec M. Drainville, on a parlé beaucoup de la charte dernièrement dans la Côte-du-Sud. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la charte? Madame, ça fait combien de jours là, qu'on est en campagne électorale? Il n'y a pas un seul électeur qui m'a parlé de la charte. Donc, je ne vous en parlerai pas plus. C'est pas la réalité. Moi, je suis un gars de terrain, je représente mes électeurs, puis il n'y a pas personne qui m'a accosté avec cette soi-disant charte. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Pourquoi pensez-vous, vous, remporter la bataille? Parce que je suis un homme de terrain, je suis près des gens, j'écoute et j'essaie de répondre à leurs demandes. C'est certain qu'en politique, tu ne peux pas régler tous les problèmes. Mais informez-vous aux gens qui ont passé par mon bureau, qui ont eu une problématique avec l'État. La majorité du temps, on règle les problèmes avec acharnement. Suite à l'entrevue de Norbert Morin, nous avons demandé des explications à André Simard et à Pauline Marois sur la fermeture du deuxième et troisième tour d'inscription de l'ITA à la Pocatière. Mais j'étais vraiment désolé et même outré, plus que ça, d'entendre M. Norbert Morin travailler sur la peur. Et c'est irresponsable de la sortie qu'il a faite en taxant le gouvernement, le PQ, de vouloir fermer l'Institut. Moi, j'y ai travaillé pendant 14 ans. J'ai été à la demande de Mme Marois, appuyer M. François Gendron, vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture, pour le soutenir depuis septembre 2012. Mme Marois était venue à l'Institut de technologie agroalimentaire annoncer le projet d'une politique de souveraineté alimentaire. Nous l'avons réalisé 8 mois après notre entrée au pouvoir, alors que les libéraux avait jasé, parlé, un rapport Pronovo, et 5 ans plus tard, il n'y avait jamais rien. Rien. Alors, c'est irresponsable, Norbert Morin. C'est la technique des libéraux, la technique de la peur. Et pire, c'est que nous sommes en période d'inscription pour les étudiants. Et il insécurise le milieu. Et je le rends responsable. Si jamais il n'y avait pas suffisamment d'étudiants pour partir un programme, il va faire partie de sa responsabilité d'avoir inquiété les gens, d'aller s'inscrire dans une institution qui lui dit qu'on menace de fermer, alors que c'est tout à fait faux. Avec le vice-premier ministre et ministre François Gendron, nous avons d'ailleurs, il y a 1 mois, fait le point avec la direction du ministère sur l'avenir de l'Institut. Et c'est un avenir positif, alors que je lui ai contribué pendant 14 ans à le développer et je l'ai tatoué sur le cœur. Alors, c'est irresponsable. C'est tellement des institutions dont nous sommes fiers. L'Institut agroalimentaire de technologie agroalimentaire de la Pocatière de Saint-Hyacinthe sont des institutions qui sont des joyaux au Québec. Alors, au contraire, monsieur le député du Parti libéral devrait inviter les jeunes à aller s'inscrire et consolider cette institution. Et il n'est pas question qu'on la ferme. C'est vraiment assez inacceptable qu'on fasse peur au monde comme ça. Le Cyberfoire de l'emploi du Bas-Saint-Laurent est de retour pour une 2e année.
Voici les détails avec Véronique Fournier, recruteur de la SAE. C'est une foire de l'emploi qui est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle se passe seulement sur Internet, qui va se dérouler du 26 au 30 mars. Et ça, pour un employeur, ça peut être très intéressant puisqu'il peut afficher des postes, faire connaître son entreprise à l'extérieur du Québec aussi. Et pour ce qui est des candidats, c'est tout à l'extérieur du Québec. Ils peuvent s'inscrire du Bas-Saint-Laurent aussi et peuvent retrouver une multitude d'entreprises et d'emplois disponibles. Mais c'est quoi l'objectif de ça, de ce cyberfoire? C'est-tu parce qu'il va manquer d'emplois dans les prochaines années? Ça peut rentrer en ligne de compte. Le but, c'est de permettre aux entreprises peut-être d'avoir un bassin de candidatures qui va être un peu plus grand. Donc, des fois, justement, d'aller à l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Bas-Saint-Laurent, tout simplement. Ça peut permettre de combler des postes peut-être plus difficiles à combler en région. Aussi, étant donné que pour de 2012 à 2016, il y a un pronostic de fait qu'il va y avoir 18 000 postes qui vont être disponibles, qui vont être des nouveaux emplois, ça peut permettre aux entreprises de se préparer un petit peu à ça aussi pour avoir une banque de candidatures et des noms qui peuvent être très intéressants. Est-ce qu'il y a les employeurs et ceux qui recherchent des emplois peuvent s'inscrire avant ou ils peuvent tout simplement, du 26 au 30, aller sur la cyberfoire et pouvoir participer? Les employeurs doivent s'inscrire avant le 26 pour pouvoir monter un peu ce qu'on appelle le kiosque qui va être virtuel pour qu'il soit accessible aux chercheurs d'emploi le 26 lors du départ de la cyberfoire. Et pour ce qui est des candidats, ils peuvent s'inscrire à partir de maintenant et tout au long aussi de l'événement. Bien sûr, c'est encore mieux s'ils sont inscrits avant, mais ça peut se faire pendant aussi. Nous vous présentons la programmation de la 13e édition du Printemps des arts de Saint-Pascal. Des activités qui sauront plaire à tous. Alors, le Printemps des arts a lieu chaque année depuis déjà 13 ans. Alors, nous sommes à notre 13e édition. Chaque année, nous avons des partenaires de choix qui nous suivent et qui nous présentent toujours quelque chose de super intéressant. Alors, on a d'abord le Club Optimiste qui, cette année, nous présentera une pièce de théâtre qui a pour titre Escapade à Kamouraska, qui va se tenir le 25 et le 26 avril. Nous avons aussi les élèves du primaire et du secondaire qui nous secondent beaucoup, auxquels on participe à leurs activités. Il y a présentement le Salon du livre qui commence dès aujourd'hui. Et nous avons aussi une comédie musicale de Jean Moret avec les élèves de l'école Monseigneur, de l'école secondaire. Et le tout va se dérouler à la salle André Gagnon. Et la pièce s'intitule Clou. L'auteur est de Jean Moret. Pour ce qui est des élèves du primaire, il y aura aussi un spectacle d'harmonie au centre communautaire. On a de très belles activités qui rejoignent nos élèves aussi. Le Club des 50 ans nous offre un dîner intergénérationnel. Ça consiste à inviter les élèves de deuxième année avec leurs grands-parents. Alors, c'est sous le thème « Paroles d'enfants, mémoire de grands-parents » et c'est toujours très, très apprécié des élèves et des grands-parents aussi. C'est une journée que nous apprécions d'inscrire dans notre Printemps des arts. Cette année, il y a à Saint-Pascal un festival de la musique. Alors, il y aura 4 concerts et nous sommes fiers puisque 2 concerts apparaissent sur notre festival du Printemps des arts, soit le 27 avril, où ce sera la musique Cette famille avec M. Jacques Boucher, son fils Vincent et Michel Boucher. Alors, ce sera très intéressant. C'est le 27 avril et ça se passe à l'église, naturellement. Alors, il y a le 27 avril et aussi le 1er juin. Le 1er juin, ce sera le concert Les 4 saisons de Vivaldi. Nous recevrons Mme Anne Robert, violoniste très, très connue, le groupe des Pax et aussi notre belle amie Ève Landry, qui viendra faire la lecture des poèmes. Alors, on attend le public en grand nombre. Il y a déjà des forfaits en vente. Il y a aussi des billets à l'unité dans les dépôts habituels. Il y a d'autres activités qui se retrouvent, mais dans notre dépliant, qui est disponible un peu partout dans les commerces de Saint-Pascal, qui vous donneront tous les autres détails possibles. Cette semaine, à la chronique cinéma, on s'en va dans le ciel avec le film Sans arrêt. Sans arrêt, version française de Non-Stop, c'est réalisé par Romé Colette Serra, c'est écrit par John W. Richardson, Christopher Roach et Ryan Engle. La distribution est composée de Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy, Michelle Dockery et Corey Stoll. Sur le point d'embarquer à bord d'un avion, Bill Marks est aux aguets.
Ce policier de l'air est chargé d'assurer incognito la sécurité des passagers, selon une pratique qui s'est généralisée depuis le 11 septembre 2001. Une fois l'avion en vol, Bill reçoit sur son téléphone portable un étrange message texte provenant d'un correspondant inconnu qui lui demande s'il est prêt à faire son devoir. Ébranlé, le policier apprend alors que son mystérieux interlocuteur menace de tuer quelqu'un à bord toutes les 20 minutes si on ne lui remet pas la somme de 150 millions de dollars. Une course contre la montre commence. Sans arrêt est une formule qu'on a déjà vue des milliers de fois au cinéma hollywoodien, mais qui s'avère assez efficace dans le cas présent. En raison notamment de Liam Neeson, sa performance était très bonne dans le rôle de Marshall de l'air troublé, mais aussi c'est un acteur très charismatique, ça on le sait. La réalisation de Jaume Collet-Serra, que je suis depuis ses tout débuts, en fait, c'est un très bon réalisateur qui n'est pas assez connu à mon avis. Eh bien, c'est une réalisation ici très intéressante, des belles teintes bleues et des plans de caméra assez intéressants, et c'est leur deuxième collaboration, Liam Neeson et Jaume Collet-Serra. Leur premier film qu'ils ont fait ensemble, c'était Hors de moi, très bon trailer que je vous conseille fortement. J'ai trouvé intéressant aussi que l'histoire se situe dans un avion, mais que les échanges entre le tueur et Liam Neeson se fassent par message texte. Ça apportait une touche vraiment intéressante à l'œuvre. Et aussi, l'enrobage sonore était assez crédible. On se croit vraiment dans un avion pendant la durée du film, parce que l'entièreté du film se passe dans un avion. Le scénario est relativement simpliste et aussi, je comprends vraiment pas, c'est pas la première fois que j'aborde ce thème-là, qu'on prend 3 scénaristes pour écrire une histoire comme celle-ci, mais reste que tout de moins, il y a des bons twists, il y a des bons détours scénaristiques qui fait qu'on est captivé du début à la fin. Julianne Moore est un petit peu sous-utilisée à mon goût, mais reste quand même qu'elle offre une bonne performance malgré ce qu'elle a. Et je vous dirais aussi que vraiment, c'est un film qu'on voit surtout pour Liam Neeson et pour l'histoire en général. Ça ne réinvente pas la roue, mais Sans arrêt est un très bon divertissement et je donne la note de 8 sur 10. Une note qui peut sembler généreuse, mais dans la vie, on n'est pas obligé de faire un truc hyper original. Ça peut être hyper divertissant et captivant et on a un bon film. Vous pouvez aller le voir ici au cinéma, le scénario, jusqu'à vendredi. C'est ainsi que se termine votre bulletin local et régional Infocam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet au www.tvck.org.